voilà, on est de retour au Japan Tour Festival pour un petit quart d'heure d'interlude. Je suis avec Guy Vanderzand et Francis Peters. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Donc alors, vous êtes respectivement, si je ne me trompe pas, donc Francis, journaliste, propose des vidéos, spécialiste dans le jardinage. Voilà, on te retrouve notamment sur la RTBF. Moi, j'ai regardé pas mal de vidéos. En fait, avant de savoir que j'allais te recevoir, eh ben, j'avais regardé des vidéos, c'est jardin et loisirs, des petits Belgique, conseils. oui, c'est ça. Mais même chez nous, on tombe dessus en fait quand on cherche des conseils. Oui. Guy, de ton côté, pareil, passion jardinage, photographie, et on te connaît également pour. Alors nous, on ne connaît pas trop en France, mais c'est très connu en Belgique. Le Péri d'Aïsa, c'est comme ça qu'on ou d'Aïsa, je ne sais pas comment on prononce. Oui, Péri d'Aïsa, donc un parc zoologique, mais qui reprend vraiment le côté faune, flore et animaux, de très général. Et là-bas, tu es le directeur botanique. Je suis directeur botanique de ce Donc c'est parc. un boulot conséquent. Conséquent, mais très très intéressant et enrichissant. Bah, j'imagine. Alors, pour commencer, ça c'était ma petite présentation, mais ça serait pas mal que vous vous présentez. Comment vous vous présentez, Francis? Mais chez nous, on me connaît plus du côté plantes, mais en fait, au départ, je fais l'histoire de l'art asiatique. L'histoire de l'art. Oui, ce qui m'a amené forcément vers le Japon. Et donc, puisque j'aime les plantes aussi, donc j'ai allié à la fois la culture et l'art culturel japonais, plus les plantes. Parce que de tout temps, le jardin japonais qui existe depuis la préhistoire. Oui, bien sûr, c'est vraiment quelque chose d'hyper ancré dans leur culture. Hein. Oui, et qui a évolué avec le temps. C'est comme si je devais dire à un japonais de décrire un jardin européen, il y a 36 sortes parce que le temps a évolué. Oui. Et au Japon, les gens ont toujours l'image du ryoanji, un petit peu de pierre, de gravier. Mais il y a plein d'autres choses. Il y a des jardins de thé, il y a des jardins d'étang, de minuscules jardins, mais parfois qui font plusieurs hectares, des jardins de collectionneurs. Il y a forcément... Oui, parce que, de toute manière, je digresse un peu, on va digresser dans cette discussion. Mais au Japon, en soi, il y a aussi plein de lieux complètement différents. Donc le jardin au nord du Japon ne peut pas être le même qu'au sud, parce que finalement, les sols ne sont pas les mêmes. Et la température, puisque à Hokkaido, c'est la Sibérie, et au sud, Kyushu, c'est Hawaï. Ouais, c'est ça. Donc de nord au sud, ça peut varier complètement. Tout à fait. Guy, de ton côté, comment tu te présentes? D'abord comme un passionné, un passionné de jardin, de plantes, je pense que c'est la priorité. Et puis après, je suis architecte paysagiste, et donc je mets à profit toutes ces connaissances de plantes pour pouvoir justement créer des paysages. Et Péri d'Aïsa s'y prête bien, puisque à cet endroit-là se trouvent tous les mondes possibles représentés. Donc on peut très bien avoir l'Afrique. On a le Japon depuis 1 an qui a été recréé d'une manière un petit peu particulière, puisqu'on a recréé la carte du Japon. Donc on n'est pas sur un jardin japonais, on est vraiment sur les jardins japonais et la tradition japonaise. Ok, un hommage. Et alors là, vous venez... Hop, je vais là. Pour un ouvrage, c'est pas le seul, il y en a eu d'autres, il me semble. Oui, il y en a eu 2. Ça c'est le plus récent. Oui. Donc c'est un ouvrage qui mélange à la fois des photographies, très belles photographies, des explications, de l'histoire, c'est assez complet. Comment vous vous êtes mis à bosser comme ça sur des ouvrages? Comme je dis, c'est pas le premier. Déjà, comment vous êtes mis à bosser ensemble? Vous êtes retrouvés passionnés tous les deux par une thématique commune. Et après, comment on bosse, comment on réalise un ouvrage comme celui-ci, comme du coup ces jardins secrets du Japon? Mais on est parti sur la base que les gens connaissent un peu le jardin japonais. De plus en plus de gens voyagent au Japon. Mais on avait voulu expliquer un autre Japon. Parce qu'il y a des lieux où il y a plus de touristes que de graviers. Et on a voulu expliquer que parfois il y a des jardins incontournables qui sont importants, mais il suffit de prendre l'un ou l'autre chemin de traverse. Et à quelques rues plus loin, il n'y a plus personne. Et le jardin est tout aussi intéressant. On peut enfin se poser. Et quand on voit que le but du jardin japonais, c'est justement d'entrer dans une espèce de... pas de méditation, mais de bien-être avec soi et avec ce qu'il y a autour de soi, on trouvait que quand il y a 1000 personnes autour ou qu'il y a du grabuge, ça se passe pas trop bien. Où on entre et on sort immédiatement. Alors que le Japon est rempli de dizaines, de centaines d'endroits, tout aussi intéressants que ceux qui sont instagrammables, mais que les gens ne connaissent pas. Absolument. Et on a voulu leur prendre la main et les amener vers des lieux qui ne sont pas forcément plus compliqués à trouver, mais dont on ne fait pas de publicité. D'accord, ok. Donc je veux dire, si moi je me procure cet ouvrage, ça peut avoir 2 usages. Un, l'usage du voyage, c'est-à-dire un peu me dire, ok, je vais aller chercher ces endroits-là. Et ça peut être aussi de l'inspiration. Bien sûr. Si chez moi j'ai envie de recréer un esprit peut-être un peu plus zen, un peu plus tradit, je vais pouvoir chercher l'inspiration
assez variés et voir qu'est-ce que je peux, moi, en fonction de mon sol et où est-ce que j'habite, parce qu'on ne peut pas faire ça partout, qu'est-ce que je vais pouvoir recréer, c'est ça? Oui, c'est vrai, c'est plutôt toi qui devrais en parler, la manière d'aménager le paysage japonais. Oui, c'est vrai que les photos qui sont dans le livre, évidemment, prêtent justement à l'inspiration par rapport à un jardin. Parce qu'il est important de savoir qu'un jardin japonais, c'est aussi la sensation qu'on a quand on est dedans. Et donc, quelque part, il n'y a pas que du visuel. Il ne suffit pas de mettre une pierre et 3 graviers et 3 galets pour faire un jardin japonais. Il faut vraiment avoir des idées de perspective, d'atmosphère. Et donc, c'est au travers de ces photos, on peut très bien recréer ça chez soi, en sachant que voilà, il y a certains volumes, il y a le fameux shakkei qu'on peut emprunter. On peut très bien avoir à côté de soi une église, par exemple, qu'on voit de son jardin, et emprunter cette image d'église justement pour approfondir son jardin. Et donc tous ces exemples sont montrés dans le livre. Est-ce que parce qu'on sait qu'au Japon, ils aiment bien le côté... dans chaque tradition, que ce soit par exemple la cuisine, il y a le maître sushi, et pour les jardins, ils ont aussi des maîtres, des gens qui sont formés depuis le plus jeune âge. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer peut-être ces personnes un peu pour échanger sur leur manière de travailler là-bas sur place directement? Mais il y a en fait 2 types de jardiniers. Ouais. Il y a celui qui prête beaucoup plus d'attention à la technique. Ouais. Des maîtres bonsaï, ou même des gens qui ont l'art de dresser, c'est ce qu'on appelle l'art de dresser les pierres, de ne pas les mettre n'importe comment, pas en porte-à-faux, parce que visuellement c'est un peu contraignant. Et puis, c'est beaucoup plus rare, mais on trouvait ça beaucoup plus intéressant, parce que finalement, sans les moines zen, il n'y aurait pas de jardin sec. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, il existe de très très rares exemples de moines qui sont devenus architectes paysagistes. D'accord, c'est-à-dire qu'ils... Oui, et il y a justement tout un chapitre qui est consacré à Masuno, qui est un des derniers grands maîtres, qui est grand maître spirituel d'un temple à Yokohama, et qui a eu pour idée en fait de se poser et de regarder, de respirer l'espace et de dialoguer avec lui avant d'imposer sa propre signature ou ce qu'il veut. C'est en fait un dialogue entre le paysage et lui. Et on a un peu perdu ça. Vous voyez, c'est comme si je mettais un jardin sec, un jardin japonais à Versailles. Oui, ça n'aurait pas forcément sens. Mais ça ferait carte postale. Alors que peut-être, il y aurait moyen de penser un jardin d'inspiration japonaise avec le contexte de Versailles. C'est ça, il faut s'adapter à un contexte. Il n'y a pas d'interdit, mais de justement penser et réfléchir à l'endroit où nous sommes et d'être assez humble, de ne pas imposer sa propre signature. D'accord. Et si je reviens sur la manière dont vous avez travaillé ensemble pour cet ouvrage, est-ce que vous avez un peu... Parce que là, alors sur la couverture, c'est marqué que Guy, c'était aux photographies. J'imagine que tu n'as pas fait que ça. Vu tes connaissances, vous avez bossé ensemble aussi sur la manière dont c'est rédigé, dont la technique est expliquée. Mais je pense que la manière dont on découvre les jardins, on les découvre à 2. Oui, vous et travaillez donc ensemble. déjà, quelque part, c'est pas... Il va voir le jardin et moi je prends les photos. C'est vraiment déjà une découverte à 2 personnes et donc automatiquement déjà on a une analyse par rapport à ce que c'est ce jardin. Et donc le texte, évidemment c'est Francis qui s'en occupe parce que bon, il a beaucoup de verbes, donc quelque part c'est son rôle. Et quelque part, j'essaye moi personnellement avec mon œil de saisir en fait l'essence même du jardin et l'essence importante en fait la base même du jardin. Et du coup, pour faire ça, il a fallu voyager. Beaucoup voyager. Ça fait 20 ans, ça fait maintenant 20 ans 2 fois par an. 20 ans 2 fois par an. Oui. Et à chaque fois, comment vous anticipez? Est-ce que il y a un côté où vous vous laissez aller et vous découvrez les jardins, ou il y a quand même, faut aller les préparer, les chercher? Un peu les deux peut-être. C'est compliqué parce que chaque région a ses traditions et chaque région aussi est perclue d'histoire. Donc on peut trouver des jardins qui ont été aménagés au Moyen-Âge et d'autres qui sont hyper modernes, ou même des gens qui se sont inspirés en étant une espèce de pont, de passeur de gué entre ce qu'on faisait avant et ce qu'on fait aujourd'hui. Et ce qui est vraiment fascinant avec les Japonais, c'est que même s'ils amènent des éléments de l'Occident ou des éléments modernes, il y a toujours une superbe filiation entre le passé et le présent. C'est ça. Et je trouve qu'un voyageur, quand il arrive aujourd'hui dans un jardin japonais et au Japon, il n'a pas forcément les armes en main pour pouvoir décoder les éléments, mais aussi avoir cette espèce de millefeuille, de multicouches de toutes ces personnes qui se sont rassemblées là au fil des siècles, mais toutes
expertise confondue. Parce que parfois, c'est un maître de thé qui va créer un jardin. Ou parfois, simplement quelqu'un qui aime les jardins et qui aime la culture, ou un moine. Donc, il y a vraiment, derrière le jardin proprement dit, toute une essence et une lecture qu'on a essayé de décoder de manière à ce que ce soit accessible à tout le monde. Et on l'a fait de manière aussi historique. On a démarré avec la préhistoire, parce que on ne peut pas parler de vrais jardins de la préhistoire, mais on voit que l'inspiration vient déjà des gens qui vivaient à cette époque-là, avec cet attrait pour la nature et tout ce qui est la manifestation de la nature. Et petit à petit, ainsi, à travers les siècles, voir comment, au niveau politique et social, toutes les choses ont évolué. Comme nos jardins, en quelque sorte. Et c'est vrai qu'on pourrait penser comme ça que le jardin japonais qu'on retrouve, ça serait uniquement en allant dans les campagnes, etc. Mais pas forcément. Hein. Ils arrivent à créer des vrais jardins japonais au cœur des villes, dans différents styles, etc. Ça reste, peu importe où on va, on peut trouver quelque chose pour se nourrir. Il y a dans un des chapitres des jardins de Tokyo. Les jardins de Tokyo. Alors on se dit, tiens, mon Dieu, il y a des gratte-ciel, ils sont où les jardins? Mais ce qui est fascinant chez eux, c'est qu'il y a beau y avoir 5000 personnes autour et il y a une station de métro, dès qu'on pousse la porte du jardin, même s'il y a des grands buildings autour, on entre dans un monde complètement différent. Et certaines photos qui sont dans le jardin, il faut vraiment savoir que c'est à Tokyo. Sinon, on pourrait imaginer qu'on est à Kyoto ou quelque part à Kyushu. Oui, c'est fascinant ça. C'est fascinant. Et on oublie tout, en fait, quand on entre dans le jardin. Exactement. Donc voilà, donc Jardin secret du Japon, donc ça c'est aux éditions Ulmer. On peut se le procurer chez nous en France facilement, bien sûr, à la FNAC, etc. Sur Amazon, à la FNAC. Ulmer est un excellent éditeur qui est d'ailleurs spécialisé dans la nature et les jardins. D'accord. Et je dois dire qu'on peut les saluer en fait d'avoir créé un bel objet en plus. Parce qu'aujourd'hui les choses sont tellement conditionnées, mais là ils ont voulu utiliser un papier qui est un peu japonisant. C'est ça le côté calque. Est-ce que c'est pour le clin d'œil avec le secret? C'est ça, on a envie de découvrir ce qui se cache derrière. Le papier aussi est un peu grumeleux. Donc on est plus des productions asiatiques que véritablement des choses qui sont formatées. Vous avez travaillé avec eux aussi sur la manière de concevoir l'ouvrage en entier. Oui. Donc redis-moi combien d'années de travail pour ça, ça se compte même plus, c'est indécent? Non, c'est pas indécent. Je vais vous donner une image. Quand un moine zen fait un enso, vous voyez le beau rond là, ça lui prend 3 secondes. Oui. Alors, en tant qu'Européen, on se dit, mon Dieu, ça va, hein, c'est bon, 3 secondes. Mais c'est pas comme ça qu'on pense. Lui a mis des années à perfectionner sa technique. Et lui-même est allé chercher des gens au Moyen-Âge. Et petit à petit, et dans cette main-là, il y a une tradition millénaire. Oui. Mais ça n'a pris que le final 3 secondes. Voilà, c'est comme ça qu'on construit. Donc c'est des connaissances qui se sont partagées d'année après année et qui se retrouvent ici pour tous les passionnés et même ceux les plus curieux aussi. Hein, on peut être curieux. Et merci beaucoup d'être venu discuter un petit peu avec nous sur le plateau. On rappelle que vous avez un stand avec une petite expo juste à l'entrée. Voilà, à l'entrée là-bas du hall. Merci beaucoup Francis Segui et très bonne journée. Merci.